l'histoire de notre Constitution a partie liée à l'histoire de l'état d'urgence. Et on le voit très bien que la généralisation des états d'urgence est ce qui précipite notre Constitution plus avant dans la dictature, jusqu'à les événements récents. En effet, le fait que l'entourage de M. Emmanuel Macron a fait fuiter l'idée selon laquelle on pourrait utiliser l'article 16. Et j'ai lu encore ce matin M. Emmanuel Macron dire que la guerre civile n'est pas loin, en tout cas mentionner la guerre civile. Donc toutes ces déclarations ne sont pas anodines. Et donc il y a en effet, je pense, une sorte de préparation d'évolution vers un régime dictatorial. Si on prend le régime semi-présidentiel, qui est défini comme étant un régime parlementaire mais avec un président élu au suffrage universel qui est irresponsable, c'est-à-dire une sorte de monarque intouchable qui ne peut pas être renversé ni par l'Assemblée ni par personne, ce président-là, qui a l'accès direct au peuple, a des pouvoirs propres, notamment dissolution de l'Assemblée, donc il domestique complètement l'Assemblée, alors que c'est le Premier ministre qui est responsable devant l'Assemblée. Donc ce régime-là, c'est un régime qui, historiquement, a été celui de l'avènement de la dictature dans les différentes expériences historiques qu'il a connues. Le grand exemple, c'est évidemment la Constitution de Weimar, qui est le premier grand régime semi-présidentiel. Alors on peut parler de la Finlande aussi, mais la Finlande a évolué vers un régime parlementaire. En tout cas, la Constitution de Weimar, c'est la mise en place du régime semi-présidentiel. Donc le président élu au suffrage universel direct, qui a des pouvoirs propres, non contresignés, le pouvoir de dissolution, le pouvoir de référendum et les pleins pouvoirs, l'article 48, qui est l'équivalent de notre article 16. Donc la Constitution de Weimar, c'est copier-coller la Constitution de la Ve République. Et comment a-t-elle été utilisée pour mener au nazisme ? Donc je sais que vous avez reçu Johan Chapoutot. Donc c'est très simple, vous avez une élection présidentielle en 1932, avec le parti nazi, donc Hitler, qui se présente à l'élection présidentielle contre Hindenburg, qui est successeur à sa réélection, candidat à sa propre succession, et puis vous avez le candidat communiste qui fait 10%. Hindenburg fait 50%, le candidat Hitler fait 40%, et le communiste 10%. Donc les voix du communiste et de la gauche se reportent sur Hindenburg, le centriste de droite / droite extrême, qui... Proto-macroniste. Pardon ? Proto-macroniste. Peut-être. Toujours est-il qu'on a ce report de voix pour faire barrage à Hitler. Sauf que fait Hindenburg ? Il nomme Hitler. Non, on n'en est pas là. Ah, il dissout. Oui. Il dissout l'Assemblée alors que Hitler vient de faire 40%. Alors que le parti nazi, avant ça, était à 3%, 15, je crois qu'il était à 15% à ce moment-là, enfin juste avant, aux dernières élections. Et il dissout probablement aussi en faisant le pari de décrédibiliser les nazis en les mettant au gouvernement. Le même pari que ce que fait Macron. On peut considérer que c'est exactement le même pari. Il disait il va le faire couiner, Hitler. Bah, pas du tout. Et donc c'était un calcul stratégique. Aussi, il y a eu un accord avec les grands industriels qui se sont dit il vaut mieux Hitler que la gauche. Donc on a eu exactement la même séquence à ces élections législatives-là. Eh bien, c'est à ce moment-là où le parti nazi a pu former une coalition. Et ensuite, en 1933, il a été nommé, donc suite à cette stratégie d'Hindenburg avec les grands industriels allemands nazis, enfin non, justement pas nazis à l'époque, que Hitler a été nommé chancelier. Et ensuite, il a demandé l'utilisation de l'article 48. Si un spectre hante l'Europe, qui n'est plus celui du communisme, mais celui du fascisme en 2024, il y a également un mythe qui persiste et qui obsède l'Occident dans sa généralité, qui serait celui de la fin de l'histoire, celui de la démocratie libérale, comme finalité absolue d'un mode de gouvernance qui ne serait pas remis en question et qui ne serait, si ce n'est légèrement améliorable, pas remplaçable par mieux. Le pendant, l'ennemi juré de cette démocratie libérale serait la dictature, qui finalement n'est qu'un autre mode de gouvernance, avec peut-être quelques variations. Et pour parler de ça, on vous reçoit aujourd'hui, Jenny Mériot. Vous êtes constitutionnaliste, vous êtes également maître de conférence à Paris Panthéon-Sorbonne, et vous avez publié « La dictature, une antithèse de la démocratie, 20 idées reçues sur les régimes autoritaires ».
Et vous allez publier à la fin de l'année Géopolitique de l'état d'exception, les mondialisations de l'état d'urgence. Donc on voit que le sujet vous intéresse autant que nous, et on voudrait savoir d'abord pourquoi entre 2019 et 2024 avoir publié dans un temps assez réduit des ouvrages aussi ciblés. Alors, premièrement, merci beaucoup pour l'invitation. La raison de l'écriture de ce livre, au départ, c'était 2019. Donc, il y a une première édition en 2019. Et si vous vous souvenez bien, c'était la période des Gilets jaunes. Et à l'époque, l'un des arguments qu'on entendait revenir dans la bouche du président Emmanuel Macron, déjà à l'époque, c'était mais enfin, il n'y a pas de violence policière dans un état de droit. Nous sommes une démocratie. Essayez la dictature et vous verrez. Et en fait, ce discours par lequel on construit la dictature comme le mal absolu, le repoussoir absolu, est un moyen d'empêcher les critiques légitimes de la démocratie libérale de s'exprimer. Donc c'est un moyen rhétorique qui empêche la critique de la démocratie libérale. Et donc ce que j'ai voulu faire ici, c'était, dans ce livre, montrer dans quelle mesure il y a des grandes similitudes entre les régimes autoritaires et les régimes démocratiques libéraux, et aussi montrer dans quelle mesure il y a une convergence qui se dessine de plus en plus entre ces régimes démocratiques libéraux et ces régimes autoritaires, notamment via l'utilisation d'outils similaires que sont le droit. Alors on aura le temps d'y revenir. En tout cas, la dictature, elle est construite par le discours médiatique, mais aussi par le discours scientifique. Et les politistes, les juristes, les sociologues ont leur part de responsabilité dans ce discours-là. Elle produit une ignorance de la réalité qui nous empêche de poser un diagnostic sur l'état de la démocratie libérale pour pouvoir la critiquer et peut-être réfléchir à d'autres modèles. Parce qu'à partir du moment où nous sommes enfermés dans ce match simpliste entre démocratie et dictature, on ne pense pas d'autres modèles. Donc on reste finalement prisonnier d'un carcan de pensée qui nous empêche de penser le troisième âge de la démocratie, ou peut-être une sortie de ce qu'on appelle démocratie, ou un retour à ce qu'on pourrait appeler comme une véritable démocratie. Et en cela, je me suis beaucoup inspirée de Montesquieu, qui est une figure très ambivalente que je critique beaucoup par ailleurs dans le livre sur géopolitique de l'état d'exception, peut-être qu'on pourra y revenir. En tout cas, Montesquieu, il fait un geste fondamentalement qui est celui des Lumières et qu'on a oublié, qui est le geste de la critique de soi-même grâce au regard porté sur l'étranger. Depuis, à partir du 19e siècle, on a complètement changé ce regard-là. On a utilisé l'étranger pour se légitimer en Occident et pour affirmer la suprématie occidentale sur le reste du monde. Mais ce n'était pas du tout l'objectif de Montesquieu, ni d'ailleurs de Voltaire et des autres grands penseurs des Lumières. L'objectif de Montesquieu, quand il écrit L'Esprit des lois, bon, déjà c'est un ouvrage absolument fondateur, absolument révolutionnaire dans son ambition et dans sa démarche, qui est une démarche empirique, de compiler les lois qui existent à travers le monde pour en tirer de la science sociale, véritablement. Donc c'est l'un des premiers sociologues, et en tout cas le premier constitutionnaliste comparatiste, ça c'est sûr. Et donc il distingue plusieurs type de régime, donc il reprend évidemment Platon, mais dans une démarche beaucoup plus empirique, et puis il va surtout inventer un nouveau modèle qui est le modèle du despotisme oriental. Alors ce despotisme oriental, il s'oppose à deux autres régimes, en particulier la République et la monarchie. Donc ce régime de despotisme oriental, il le voit comme étant incarné par la Chine qui est gouvernée par le bâton, c'est le règne de la violence. Alors que dans la monarchie, il y a des lois fixes et établies, et puis dans la République, là, c'est le peuple encore qui a la souveraine puissance. Alors il est plutôt monarchiste, même si y a beaucoup d'historiographie sur cette question, est-ce qu'il n'était pas un petit peu républicain ? En tout cas, le modèle qui lui l'intéresse, c'est l'Angleterre, qu'il considère comme peut-être une république déguisée, en tout cas une monarchie qui fonctionne selon des lois fixes et établies. Et lorsqu'il parle de l'Angleterre, lorsqu'il parle de la Chine, il les met en opposition. Et ce qu'il essaie de produire chez le lecteur à ce moment-là, c'est la condamnation de la monarchie absolue de Louis XIV et de Louis XV, mais tout en ne tombant pas sous le coup de la censure. Et je trouve que c'est un procédé vraiment très très intelligent parce que ça lui permet de s'adresser à un très grand public qui va adhérer à sa critique du despotisme oriental, adhérer à son admiration pour l'Angleterre et
critiquer, condamner la monarchie absolue de Louis XIV et de Louis XV. Donc en fait, ce qu'il nous dit, ce que je trouve vraiment fascinant dans sa démarche, c'est ce régime, le régime de la Chine, qui nous semble le régime, donc à l'époque c'est la Chine des Qing, c'est la Chine impériale, donc qui paraît comme cette Chine absolument autre, une autre civilisation qui peut apparaître comme la barbarie, est finalement beaucoup plus proche de la monarchie absolue de Louis XIV, de Louis XV. En fait, elle fonctionne selon les mêmes absences de loi que notre régime à nous, alors qu'un pays qui nous semble si proche, comme l'Angleterre, qui nous ressemble trait pour trait dans les mœurs, lui est gouverné selon un système complètement différent. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il change complètement les classifications en disant en fait, la monarchie absolue de Louis XIV se rapproche plutôt de la Chine et l'Angleterre, elle, se rapproche plutôt de la Rome républicaine, et entre la France et l'Angleterre, il y a une dichotomie vraiment très importante. Donc c'était ça que je voulais faire en disant finalement les démocraties représentatives, que ce soit des régimes autoritaires, des régimes illibéraux ou des régimes libéraux, on est dans le même type de régime qui fonctionne selon les mêmes modalités. Alors avec évidemment des curseurs différents, il peut y avoir aussi toute une série de coutumes différentes, des climats différents, mais c'est la même économie générale du pouvoir, alors qu'on peut penser à d'autres systèmes qui, eux, sortent de cette démocratie représentative-là et qui sont beaucoup plus éloignés de nous que ce qu'on pense comme l'antithèse, c'est-à-dire les régimes illibéraux, autoritaires, non occidentaux. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, et je pense que c'est assez réussi dans le sens où il a pu parler à des publics très différents et aussi des personnes qui ne sont pas acquises à la critique radicale de la démocratie, mais qui, en tout cas, en lisant ce livre, ont bien vu qu'il y avait des mécanismes similaires. Et d'ailleurs, je pense au think tank Freedom House. Je ne sais pas si vous connaissez, qui est l'un des grands think tanks libéraux américains qui mesure l'évolution de la démocratie dans le monde. Donc c'est un think tank très très libéral qui considère que la démocratie américaine, c'est vraiment le parangon de la démocratie. Ce think tank s'alerte de la montée de l'autoritarisme, et ils ont sorti 8 critères qui définissent une dictature. Et je voulais vous les lire parce que ça me paraît vraiment au cœur du sujet. Donc premièrement, le régime maintient une illusion de pluralisme qui masque un contrôle étatique des principales institutions politiques. C'est un régime qui tolère et encourage l'exercice de partis d'opposition appelés à participer régulièrement aux élections, mais maintenus dans une situation d'infériorité. Deuxièmement, le régime offre à l'oligarchie le contrôle des secteurs clés de l'économie nationale, dans le cadre d'une économie néanmoins ouverte à l'investissement privé. Troisièmement, le régime opère soit directement, soit par délégation à une oligarchie un contrôle de l'information, tout en favorisant dans le domaine du divertissement le développement d'un très grand pluralisme. Quatrièmement, les médias indépendants du pouvoir ne sont pas interdits, ils sont bâillonnés économiquement et restreints dans leur activité. Cinquièmement, les ONG qui sont dédiées à la protection des droits humains sont entravées dans leur action, dans leur mode de financement, et l'État soutient d'autres organisations de la société civile plus apolitiques, par exemple dans les domaines de la santé ou des enjeux de développement. Sixièmement, l'État délègue sa répression politique non pas à une police secrète mais à la justice sur le fondement de législations plutôt vagues qui offrent de larges marges d'interprétation aux juges. Septièmement, les dissidents politiques, les journalistes critiques ne sont pas forcément directement emprisonnés, mais ils sont censurés via la restriction des opportunités économiques et professionnelles plutôt que par le recours à l'arrestation, même si celui-ci peut intervenir en dernier recours. Et enfin, l'utilisation de la violence est réduite à son strict niveau minimal. Elle s'exerce de façon sélective, dissimulée. Donc toutes ces méthodes de répression qui sont la marque de l'évolution des régimes autoritaires, de leur modernisation, ressemblent en tout point aux méthodes que l'on peut observer dans les démocraties libérales. Donc il y a cette convergence entre démocratie et régime autoritaire par l'utilisation beaucoup plus subtile des modes de contrôle social et en particulier via le droit.
qui va encadrer notamment les modalités de financement des différents médias critiques, des différentes associations critiques. Et on a très bien vu ça en France ces dernières années. Alors, à partir de ce que ce que vous venez de nous dire, à partir de Montesquieu, du geste et de cette liste de points descriptifs de la dictature, on a le sentiment que, en fait, ce que vous avez travaillé, c'est les dictatures non occidentales, de telle sorte que, en les comparant aux démocraties libérales, on fait apparaître non pas leur écart et leurs différences, mais plutôt leur convergence. Et il se trouve qu'effectivement, aujourd'hui, dans plein de courants de pensée, il y a une sorte de lente banalisation de la dictature qui implique de considérer que la dictature, au fond, fonctionne très bien. Elle est efficace. Et elle est efficace dans quel contexte ? Dans le contexte du capitalisme et surtout du néolibéralisme. Il y a une citation très parlante, même presque excessive de votre livre que je vais lire parce que je la trouve très bonne. L'économiste Milton Friedman l'a finalement reconnu avec peine dans les années 90. Il est possible de combiner un système économique d'économie de marché avec un système politique dictatorial. De la même manière, et là c'est vous qui continuez, de la même manière, il est possible de concilier dictature et état de droit. Dictature et prospérité, dictature et pacifisme international, dictature et rationalité. Comme cet ouvrage l'a esquissé, ce livre, la dictature peut être tout ceci à la fois. Elle est parfaitement compatible avec l'ouverture économique et la mondialisation, avec les élections multipartites et la justice constitutionnelle, avec la paix mondiale et l'excellence scientifique. Ma question, c'est plus une question de déploiement de votre concept de dictature. C'est comment c'est possible, puisqu'intuitivement ça ne l'est pas, comment c'est possible que, au fond, toutes les caractéristiques ou les propriétés qu'on impute spontanément à la démocratie libérale soient si fonctionnelles dans les dictatures, et par conséquent, qu'est-ce qui reste de ce qu'il y a de positif dans la démocratie, ce qu'il y a d'exceptionnel ou d'à part dans la démocratie par rapport à la forme dictatoriale. Ça rejoint la première question sur la théorie de la fin de l'histoire. Depuis les Lumières, au moment où on retourne le geste de Montesquieu, justement, et le geste de Voltaire avant lui, qui voyait dans d'autres systèmes des sources d'inspiration, des systèmes non occidentaux, des sources d'inspiration pour améliorer le régime de la monarchie absolue de Louis XIV et de Louis XV, par exemple, Voltaire s'est beaucoup inspiré de la Chine. Donc, vous savez, au XVIIIe siècle, il y avait un grand débat sur la Chine. Est-ce qu'on est sinophile ou est-ce qu'on est sinophobe ? Montesquieu est le chef de file des sinophobes. Bon, c'est anachronique de parler comme ça, mais en tout cas de ceux qui considèrent que la Chine est le repoussoir absolu, même si, comme on l'a vu, c'est un procédé rhétorique chez lui. Et Voltaire est le chef de file des sinophiles qui voient en la Chine un système qui ne fonctionne pas sur le mode féodal, qui fonctionne avec un État rationalisé, avec des examens, donc une méritocratie qui se distingue du système de privilèges et de charges vénales que nous avons en France au même moment, un système avec justement l'intérêt général au cœur de la conduite des affaires publiques en Chine. Donc vous avez ce débat-là au XVIIIe siècle, et puis le XIXe siècle, c'est le grand moment où, au contraire, c'est l'idéologie de la race et l'affirmation de l'Occident comme étant le parangon de la modernité, qui va passer par le dénigrement du monde non occidental. Évidemment, il y a un projet politique derrière qui est la colonisation, la seconde grande vague de colonisation, qui coïncide avec ce grand XIXe siècle, et dont d'aucuns diront que c'est par cette grande vague de colonisation et les idéologies de suprématie de la race blanche qui vont avec que nous aboutissons au nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale, dans les années 30 et puis pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc à ce moment-là, c'est le moment de construction de ce discours-là. Et cette construction, elle passe par la constitution des sciences sociales, l'anthropologie, la sociologie, même le droit constitutionnel comparé, la science politique comparée, qui ne s'appelle pas encore comme ça, mais en tout cas qui va donner des fondements scientifiques à la suprématie occidentale.
Et l'un des critères premiers de la civilisation est défini comme étant le droit. Le droit qui est apparenté à la rationalité. Donc le grand théoricien, c'est évidemment Max Weber, qui nous dit que qu'est-ce qui différencie l'Occident moderne de l'Orient barbare? C'est le recours au droit. Et le recours au droit qui se mue en appel à la démocratie et qui ensuite se mue dans les formes modernes d'organisation politique que sont la démocratie, qui est l'apanage de l'Occident. Donc on a tout ce discours-là qui se développe jusqu'à encore aujourd'hui. Et en 1989, Francis Fukuyama, dans son grand article sur la fin de l'histoire, donc c'est un politiste américain, politiste philosophe américain hegelien, car ça existe encore à la fin du XXe siècle. Il proclame la fin de l'histoire en disant maintenant le mur de Berlin est tombé, ou va tomber, parce que c'était à l'été 89 juste avant. Le mur de Berlin va tomber, c'est le triomphe de la civilisation occidentale, de la rationalité du droit, de la démocratie libérale et capitaliste, et c'est l'horizon indépassable de l'humanité, et tout le monde oriental va transiter vers le modèle occidental. Et on y croit dur comme fer dans les années 90, vous avez toute une industrie, encore une fois les sciences sociales, la science politique, la science juridique, les sociologues, les historiens, qui s'engouffrent dans ce paradigme-là de la transitologie, et qui vont étudier et aussi de manière lucrative aller dans le monde entier pour aider tous ces pays à transiter vers la démocratie en rédigeant des nouvelles constitutions, en rédigeant des nouvelles politiques économiques pour ces pays-là, qui va s'engouffrer donc dans ce paradigme-là. Sauf que à un moment arrive la Chine. Et la Chine... C'est souvent la Chine qui revient. Oui, mais on pourra aussi peut-être en parler encore davantage, mais évidemment la Chine, que ce soit au moment des Lumières ou que ce soit aujourd'hui, c'est aussi par là que passe le renouveau de la pensée politique et de la théorie politique occidentale. Donc la Chine ne transite pas vers la démocratie, elle n'en finit pas de ne pas transiter vers la démocratie. Si vous lisez Time Magazine, si vous lisez The Economist comme moi qui suis masochiste à ce niveau-là, vous avez des couvertures sans cesse sur ça y est, la Chine va s'écrouler, ça y est, la Chine va devenir capitaliste, capitaliste de marché, la dictature va s'effondrer, il y aura donc la démocratie libérale à l'occidental. On a pensé ça au moment où la Chine a rejoint l'OMC par exemple, et puis finalement non. La Chine est un régime stable qui a son modèle politique dont on pourra peut-être parler plus, qui n'est pas celui de la démocratie représentative, qui n'est pas celui de la démocratie libérale. Au niveau du capitalisme, c'est un capitalisme d'État, très fortement contrôlé par l'État, même s'il y a un néolibéralisme également, qui coexiste avec l'État, mais sous contrôle de l'État. La Chine ne transite pas vers la démocratie, et le paradigme de la transitologie, qui nous faisait penser qu'à mesure qu'un pays devenait de plus en plus développé économiquement, il allait forcément devenir une démocratie libérale, ce paradigme-là s'effrite. Et aujourd'hui, nous sommes à ce moment clé, à ce moment charnière, où nous sommes en train de penser l'après-démocratie, avec un modèle émergent qui est celui de la Chine, qui n'est pas le troisième âge de la démocratie, qui est un autre modèle, qui pour certains, en effet, est plus efficace, notamment serait plus efficace pour répondre à la crise climatique, et pour d'autres, évidemment, est aussi le repoussoir absolu d'une autre fin de l'histoire qui nous est proposée en miroir par la Chine et d'autres États, comme Singapour, par exemple, qui est un État sur lequel je travaille. Pourquoi est-ce que la Chine est considérée comme potentiellement le futur de la démocratie libérale ? Eh bien, parce qu'elle est méritocratique, elle est efficace, elle traite les problèmes, notamment climatiques, sans se préoccuper du problème de l'élection, considéré comme court-termiste. Elle ne connaît pas les phénomènes de populisme qui gangrènent les démocraties libérales, et c'est en cela qu'elle est érigée par toute une série de penseurs qui peuvent aller de la gauche à la droite, comme peut-être un nouveau modèle. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette idée de la fin de l'histoire qui nous vient de Weber et puis ensuite Hegel qui disait que l'histoire voyage d'est en ouest, cette fin de l'histoire-là, elle est
en train de s'inverser chez ceux, en tout cas, qui croient à la fin de l'histoire et qui pensent de cette manière-là l'histoire. Dimanche dernier, on a publié un entretien avec Al-Pasha, une anthropologue qui a travaillé sur l'Inde de Modi, donc le nationalisme hindou et la forme de fascisme particulier, qui a synthétisé fascisme et libéralisme, et néolibéralisme. Et on constatait que un certain nombre d'éléments étaient très analogues à ce qui était en cours aussi en Europe, en Occident et en France en particulier, l'accaparement de grands médias par une oligarchie, etc. Le fait qu'il y ait des élections, mais bon, elles fonctionnent de moins en moins avec moins en moins de gens, et bref, c'est assez facile de faire de l'ingénierie sociale pour produire des votes. Et on se rendait compte qu'un jugement téléologique type hegelien qui avait été prononcé dans les années 30 par Husserl, qui avait dit qu'il se peut que l'Inde s'occidentalise, mais jamais nous ne nous indianiserons, eh bien, ce mouvement-là semble effectivement, vous le dites à propos de la Chine, mais semble effectivement s'inverser. Est-ce qu'il y a moyen, vous avez pu voir des choses qui expliquent cette inversion, qui expliquent le fait que un certain nombre de pays et de modèles sociaux, de modèles politiques, de modèles de régime qui étaient repoussoirs, soient devenus en réalité désormais une forme d'horizon. C'est ça la question, et peut-être... elle n'en a plus qu'une autre, mais je vais peut-être poser celle-là déjà. Alors, on peut prendre la question par les deux bouts. Est-ce que c'est un nouveau modèle, et est-ce que le modèle de la démocratie libérale, lui, n'en est plus un? Parce qu'il y a les deux phénomènes qui vont de pair l'un avec l'autre. Donc si on commence par la démocratie libérale, il y a évidemment une déconnexion très grande entre l'idéal de la démocratie libérale et la pratique du pouvoir, qui est de plus en plus observable, que ce soit au niveau des attributs positifs qu'on lui prêtait, notamment le fait d'être pacifiste. On voit bien que la démocratie ne permet pas de garantir la paix mondiale, contrairement aux prédictions de Kant ou de toute la pensée libérale qui nous dit que la démocratie c'est la paix. On voit que dans l'histoire récente, celle du XXe siècle, la démocratie c'est plutôt la guerre, si on prend l'OTAN pour aller très très vite, et si on prend également ce qui est en train de se produire en ce moment sous nos yeux, la marche vers une guerre généralisée. Donc il y a cet aspect-là. Ensuite, la deuxième promesse de la démocratie, c'était la prospérité pour tous, la prospérité pour la classe moyenne. On voit également qu'il y a une forme de paupérisation de ces classes moyennes, un déclassement. Et donc cette promesse-là n'est pas tenue. Et ensuite, il y a la promesse de l'émancipation par la participation politique qui, elle non plus, n'est pas tenue. Donc les trois grandes promesses de la démocratie libérale ne sont pas tenue, et c'est l'une des raisons pour lesquelles ce modèle-là est en train de péricliter. Et puis à cela, il faut rajouter évidemment la question climatique qui remet en cause le logiciel de la démocratie libérale comme étant capable de répondre à ce qui est en train de se profiler avec la grande crise climatique. Donc on a cette perte d'aura du modèle démocratique libéral d'une part, et puis d'autre part, on peut faire exactement le constat inverse pour les régimes autoritaires, et c'est l'une des idées reçues d'ailleurs dans le livre sur la question du bellicisme des régimes autoritaires. Encore une fois, si on prend la Chine est un régime qui n'a pas de base militaire dans le monde entier, contrairement aux États-Unis. C'est un régime qui n'est pas parti dans des aventures coloniales, qui n'a pas participé au colonialisme, et c'est un pays qui, dans les instances internationales, ne s'est jamais affranchi du Conseil de sécurité des Nations Unies pour partir dans des aventures impériales, contrairement aux démocraties libérales. Je prends uniquement l'exemple de la Chine. C'est un petit peu plus complexe, évidemment, qu'il y a des régimes autoritaires qui se font la guerre, mais généralement qui font la guerre à des démocraties libérales plutôt qu'à d'autres régimes autoritaires. Donc on a une paix autoritaire autant qu'on a une paix entre démocraties. En fait, la guerre, elle vient des dyades, démocratie, dictature. Donc voilà pour la paix. La prospérité, eh bien justement, c'était vraiment l'argument au moment de la guerre froide,
parce que les régimes communistes étaient nettement moins prospères que les régimes capitalistes, eh bien cette prospérité, encore une fois, est en train d'être mise en cause par la montée en puissance de régimes autoritaires très prospères. Donc encore une fois, la Chine, qui est encore derrière les États-Unis, mais je prends souvent l'exemple de Singapour, qui est un pays dans lequel j'ai vécu 2 ans, notamment pendant le Covid, et sur lequel j'ai beaucoup travaillé, où vous avez un niveau de vie pour les Singapouriens qui est bien au-dessus du niveau de vie que nous avons en France. Mais Voilà. par exemple, Singapour, c'est un... Il y avait le troisième... Ah, c'est quoi le troisième cette question de l'efficacité, ou en tout cas de la responsivité, pour utiliser un bon anglicisme, du gouvernement aux demandes de la population et de la classe moyenne. Oui, moi j'avais une question peut-être pour revenir un petit peu plus à l'actualité et aussi à ce qui se passe en France, et comme vous êtes constitutionnaliste, sur le rapport entre dictature, démocratie et état de droit, et sur les possibilités qu'offrait la Constitution en termes d'absolutisation du pouvoir. Et si on considère spécifiquement en ce qui concerne la Constitution de la Ve République, qui a des possibilités pour l'exécutif d'exercice du pouvoir très 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 fortes, dans quelle mesure est-ce que, si la Constitution démocratique porte en elle la possibilité de la dictature, quelle est la différence entre une démocratie et une dictature en puissance ? Justement, dans le livre, je me suis attachée à la définition des médias de dictature, qui recouvre en fait le monde non occidental. Parce que c'est la manière avec laquelle on définit les dictatures comme étant ces régimes barbares, ces régimes autres, ces régimes qui ne sont pas comme nous, la communauté internationale, c'est-à-dire les États-Unis et puis peut-être le Royaume-Uni et la France, même si c'est contestable. Toujours est-il que c'est la raison pour laquelle je n'ai pas fait de... Je prends une définition à la Wittgenstein, c'est-à-dire qu'est-ce qui intuitivement nous paraît être une dictature. Mais si on fait des études sur la définition même de dictature, évidemment, il y a plein de définitions possibles et qui fluctuent au fil du temps et qui fluctuent selon les auteurs et selon les projets politiques de chacun des auteurs. On peut voir qu'il y a deux grandes caractéristiques. D'une part, il y a la caractéristique libérale qui porte sur les droits et libertés et sur laquelle on peut voir deux grandes catégories, deux grands pôles avec un continuum au milieu entre libéral et illibéral. Donc libéral, c'est lorsque on a un régime libéral de liberté publique, c'est-à-dire que les libertés publiques peuvent être exercées sans autorisation et sans même notification. La liberté de réunion, la liberté de manifestation, la liberté d'expression, et qu'il n'y a pas ou très peu de limites à l'exercice de ces libertés. Alors que l'illibéral, c'est le régime de l'interdit. On appelle ça le régime préventif, c'est-à-dire que tout est interdit à moins d'être autorisé par l'autorité compétente. Donc ça, c'est l'axe libéral. Puis l'axe démocratique, on peut utiliser beaucoup de définitions, mais si on prend la minimaliste, celle de Schumpeter, c'est l'élection. Voilà, donc à partir de ces deux axes, élection et liberté publique, on peut, élection et participation, quelle est la proportion de la participation à l'élection, on peut placer les différents régimes sur un continuum démocratie-dictature. Mais justement, dans le livre, je ne suis pas du tout entrée dans ces questions-là, dans lesquelles j'entre par ailleurs dans les travaux universitaires, parce qu'il s'agit vraiment ici de répondre au discours médiatique qui nous dit, voilà, la dictature, c'est l'autre, c'est le barbare, et la démocratie, c'est nous. Et en fait, c'est exactement comme ça que fonctionne la définition qu'on en a en France, c'est-à-dire pour Emmanuel Macron, ce n'est pas la démocratie qui définit la France, c'est la France qui définit la démocratie. Donc tout ce qui est français est démocratique, et on en vient à la question de la Constitution, tout ce qui est dans la Constitution de la Ve République est démocratique, puisque c'est la Constitution de la Ve République et que la France a inventé la démocratie et les droits de l'homme. Je simplifie, mais je pense que c'est vraiment le logiciel avec lequel il pense et avec lequel on a tendance à penser, moi qui enseigne à Sciences Po et en faculté de droit, on a tendance à penser, parce que c'est comme ça qu'on enseigne, évidemment à l'école primaire, au collège, au lycée, mais aussi encore dans les universités, on enseigne
cette croyance très très forte, cette identification entre démocratie, France, et entre constitution de la Ve République et démocratie. Et justement, pour entrer dans les préjugés que tu renverses dans le livre, et parce que j'ai 40 000 questions, mais que vous développez dans le livre, il y a la question de la Constitution, et surtout la question de l'avènement de la dictature par la Constitution. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un récuse des critiques d'un État constitutionnel, il va dire allez vivre en dictature, comme si la dictature et la Constitution c'était quelque chose de séparé. Or, dans le livre, vous montrez deux choses. Vous dites une chose très belle et très intéressante qui est la technique traditionnelle du coup d'État militaire à l'origine de l'instauration d'une dictature est dépassée. Autrement dit, ce que vous dites, c'est que si on doit s'attendre à des formations dictatoriales dans des régimes comme ici en Europe, ce ne sera pas par un coup d'État militaire. Deuxième élément, vous dites, ce sera plutôt par un coup d'État constitutionnel ou judiciaire. Et par conséquent, dans une dictature, on est loin d'un régime défini comme par Montesquieu, comme un despotisme oriental, libre caprice, etc. Il y a un rapport à la Constitution, il y a une manière d'articuler la Constitution, et j'aimerais bien savoir à quel niveau, selon quels indices ou quels éléments matériels de la Constitution on peut penser ce passage d'un État démocratique constitutionnel à un État dictatorial constitutionnel. Alors cette idée selon laquelle la Constitution n'existe pas dans les régimes autoritaires, c'est encore la même idée qu'il n'y a pas de droit dans les régimes autoritaires. Donc ça, on revient à Montesquieu et ensuite à la grande théorisation par Max Weber. D'ailleurs, c'est Max Weber le premier qui parle de Scheinkonstitutionalisme, c'est-à-dire, oui, il y a une constitution dans ces régimes-là, mais ce sont de fausses constitutions. Oui, parce que la critique, c'est de dire, oui, il y a des constitutions, mais elles servent à rien. Absolument. Ce sont des constitutions fictives et c'était utilisé encore une fois pendant la colonisation, surtout celle du 19e siècle, pour coloniser certains États et pour en semi-coloniser d'autres, encore une fois la Chine, en disant votre droit n'est pas du vrai droit, donc vous ne faites pas partie du club des nations civilisées et donc vous n'avez pas le droit à la pleine souveraineté. Donc ça c'est l'histoire du droit international. Mais en tout cas, oui, il y a cette idée très très forte que la Constitution n'existe pas, que le droit n'est qu'un droit répressif dans les régimes autoritaires. Alors qu'en réalité, la Constitution, elle a la même fonction dans tous les régimes. Elle a une fonction de fixer les règles du jeu et de créer une forme de prévisibilité du jeu politique pour permettre à tous les acteurs de se coordonner et de se coordonner, mais aussi au dictateur, s'il existe, de pouvoir anticiper les actions des uns et des autres. Donc c'est une manière aussi, une règle du jeu qui permet aussi à la personne au pouvoir de se maintenir au pouvoir. Et c'est quoi un coup d'État constitutionnel alors ? Celui du général de Gaulle. Oui, parce que dans le livre, c'est ce que vous développez. Par exemple, vous prenez l'histoire de France et vous avez cette phrase assez intéressante en disant que les démocraties libérales sont moins des déviations de la démocratie libérale que l'origine de la démocratie libérale, étant donné que, par exemple, l'Empire napoléonien est celui qui a instauré les éléments comme le Conseil constitutionnel et autres qui permettent de penser une forme de démocratie. Quand vous revenez sur la Constitution, par exemple, de la Ve République, vous la présentez comme un coup d'État d'abord, comme naissant d'un coup d'État, et puis après vous reprenez les mots de Mitterrand, coup d'État permanent. Et donc, le régime démocratique et constitutionnel français semble être articulé entre des pôles un coup d'État premier à l'origine de la Constitution et s'orienter vers un possible aujourd'hui qui est l'exploitation de tous les articles possibles de la Constitution. Là, si on rentre dans la période présente, c'est un peu ce qu'a fait le gouvernement de Macron, c'est-à-dire en multipliant les 49.3 d'abord, puis aussi en passant par la dissolution de l'Assemblée, c'est quand même assez rare. Et du coup, il y a un potentiel où il y a une éventualité qui gravite autour de l'article 16. Est-ce que vous pensez que l'horizon actuel de la pratique du pouvoir telle qu'elle est faite maintenant, c'est pousser la Constitution dans son maximum de retranchement, c'est-à-dire sous une forme dictatoriale ou autoritaire, en particulier en passant par l'état d'urgence et l'article 16 ?
Alors, je vais répondre sur la question du droit constitutionnel et de la crise que nous traversons, mais je veux revenir sur les différents points que je n'ai pas forcément abordés, sur cette question du rapport entre démocratie et dictature au sein du même État. En fait, c'est ça qui m'intéresse dans ce livre-là, c'est de dire qu'on a essentialisé, identifié des États à des régimes politiques, alors que dans un même État, vous avez une dictature pour certains et une démocratie pour d'autres. Et c'est l'idée même du libéralisme. C'est pour ça qu'en fait, la démocratie libérale, dès le départ, elle est problématique. Si vous reprenez les grands penseurs, Montesquieu, alors on peut commencer par Locke. Locke, évidemment, il pense à partir du colonialisme, il pense à partir des États-Unis qui sont, enfin, des 13 colonies britanniques aux États-Unis. Et à partir de son implication dans ce projet colonial-là, il pense que pour certains hommes, les Britanniques, qui sont des gentlemen, qui sont des propriétaires, on va pouvoir sortir de l'état de nature, on va pouvoir passer des contrats ensemble et on va pouvoir avoir une constitution. Et c'est l'invention du constitutionnalisme et l'invention du libéralisme qui va s'appliquer ensuite à la constitution. Donc il y a toujours cette idée que on a une démocratie pour les uns, mais qui dépend de la dictature pour les autres. Et on retrouve cette idée chez Locke, c'est tout le projet impérial, on retrouve chez Montesquieu, on retrouve chez Tocqueville, on retrouve chez Mill, on retrouve chez Hayek, on retrouve chez Friedman, et vous faites toute l'histoire de la pensée libérale, donc là c'est une petite publicité pour mon livre Géopolitique de l'état d'exception, vous avez toujours cette exception qui est le prérequis ontologique à l'extension des droits pour certains. Donc, par exemple, si on prend la France de la Troisième République, c'est très très clair. Vous avez la France de la Troisième République, en 1880, par exemple, vous avez la grande loi sur la liberté de la presse, et puis vous avez le code de l'indigénat. Et quelques temps auparavant, en 1840, Tocqueville avait écrit « Il faut absolument un système dual, il faut la démocratie en métropole et la dictature en Algérie. Mais attention, la dictature en Algérie uniquement pour les Arabes, alors que pour les Blancs, il faut la démocratie. » Donc vous avez toujours cette idée-là, cette idée de l'exception qui va pouvoir venir fonder, l'exception pour la majorité, qui va venir fonder pour les inclus du contrat social, les élus, la démocratie. Et en fait, la question de la démocratie libérale, c'est celle du rapport entre les inclus et les exclus. La masse, elle est de quel côté ? Du côté des inclus ou du côté des exclus ? Et donc l'état d'urgence, il est partout. C'est ma thèse, c'est une thèse provocante, mais une thèse qui est le cœur de mon travail, c'est que l'état d'exception permet la Constitution, et que vous n'avez pas de Constitution sans état d'exception, et que la Constitution est toujours duale. Et on peut voir ça dans le nazisme, peut-être qu'on y reviendra dans un instant. Mais si on regarde chronologiquement, donc là j'ai dit ontologiquement, en tout cas dans la pensée libérale, dans la théorisation de la constitution, de la démocratie libérale, il y a toujours l'exception qui permet l'extension des droits pour les autres. En pratique, historiquement, c'est la même chose. Si vous prenez l'histoire constitutionnelle française, mais on peut prendre quasiment toutes les histoires constitutionnelles, vous avez d'abord le vote de la loi martiale ou de l'état d'urgence avant comme prérequis à la Constitution. Si on prend la France, en 1789, on vote d'abord la loi martiale. En octobre 89, c'est l'une des premières décisions de la Constituante. Bon, certes, il y a eu la DDHC avant la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais qui a été interrompue, les travaux ont été interrompus, cette déclaration, elle devait être retravaillée, et puis ensuite faire partie du préambule de la Constitution de 1791. Donc on a ça, mais l'une des premières lois, c'est la loi contre les attroupements qui sera utilisée pour fusiller les manifestants au Champ de Mars. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, 2 ans plus tard, on a la Constitution de la monarchie avec Louis XVI qui signe. Donc, on peut ensuite faire tous les régimes politiques que la France a connus, les 15 régimes politiques, voir comment l'état d'exception a fait naître la Constitution. Donc j'ai parlé de la Troisième République, on peut parler aussi de la Seconde République, on peut parler de la Cinquième République. La Cinquième République, elle est née dans l'état d'urgence. Donc la loi sur l'état d'urgence, c'est 55. En 58, cette loi sur l'état d'urgence, elle est déclarée. Je souscris dans une certaine mesure à l'idée que le 13 mai est un coup d'État constitutionnel. Et ensuite, cette 5e République se met en place sous état d'urgence. Puis, lorsque vous avez en 61 le putsch d'Alger, vous avez l'article 16 qui est utilisé pendant 6 mois, en même temps que l'état d'urgence qui, lui, est utilisé pendant 2 ans. Donc,
c'est la deuxième naissance de notre Constitution, puisque c'est le moment où on va avoir l'élection du président au suffrage universel direct, qui va faire basculer notre régime d'un régime parlementaire à un régime semi-présidentiel, qui contient en lui, c'est une de mes autres thèses, les germes en effet de la dictature. Parce que c'est son ADN, si l'on peut dire. Toujours est-il que l'histoire de notre Constitution a partie liée à l'histoire de l'état d'urgence. Et on le voit très bien que la généralisation des états d'urgence est ce qui précipite notre Constitution plus avant dans la dictature, jusqu'à les événements récents. En effet, le fait que l'entourage de M. Emmanuel Macron a fait fuiter l'idée selon laquelle on pourrait utiliser l'article 16. Et j'ai lu encore ce matin M. Emmanuel Macron dire que la guerre civile n'est pas loin, en tout cas mentionner la guerre civile. Donc toutes ces déclarations ne sont pas anodines. Et donc il y a en effet, je pense, une sorte de préparation d'évolution vers un régime dictatorial. Si on prend le régime semi-présidentiel, qui est défini comme étant un régime parlementaire mais avec un président élu au suffrage universel qui est irresponsable, c'est-à-dire une sorte de monarque intouchable qui ne peut pas être renversé ni par l'Assemblée ni par personne, ce président-là, qui a l'accès direct au peuple, a des pouvoirs propres, notamment dissolution de l'Assemblée, donc il domestique complètement l'Assemblée, alors que c'est le Premier ministre qui est responsable devant l'Assemblée. Donc ce régime-là, c'est un régime qui, historiquement, a été celui de l'avènement de la dictature dans les différentes expériences historiques qu'il a connues. Le grand exemple, c'est évidemment la Constitution de Weimar, qui est le premier grand régime semi-présidentiel. Alors on peut parler de la Finlande aussi, mais la Finlande a évolué vers un régime parlementaire. En tout cas, la Constitution de Weimar, c'est la mise en place du régime semi-présidentiel. Donc le président élu au suffrage universel direct, qui a des pouvoirs propres, non contresignés, le pouvoir de dissolution, le pouvoir de référendum et les pleins pouvoirs, l'article 48, qui est l'équivalent de notre article 16. Donc la Constitution de Weimar, c'est copier-coller la Constitution de la Ve République. Et comment a-t-elle été utilisée pour mener au nazisme ? Donc je sais que vous avez reçu Johan Chapoutot. Donc c'est très simple, vous avez une élection présidentielle en 1932, avec le parti nazi, donc Hitler, qui se présente à l'élection présidentielle contre Hindenburg, qui est successeur à sa réélection, candidat à sa propre succession, et puis vous avez le candidat communiste qui fait 10%. Hindenburg fait 50%, le candidat Hitler fait 40%, et le communiste 10%. Donc les voix du communiste et de la gauche se reportent sur Hindenburg, le centriste de droite / droite extrême, qui... Proto-macroniste. Pardon ? Proto-macroniste. Peut-être. Toujours est-il qu'on a ce report de voix pour faire barrage à Hitler. Sauf que fait Hindenburg ? Il nomme Hitler. Non, on n'en est pas là. Il dissout. Il dissout l'Assemblée alors que Hitler vient de faire 40%. Alors que le parti nazi, avant ça, était à 3%, 15, je crois qu'il était à 15% à ce moment-là, enfin juste avant, aux dernières élections. Mais il dissout probablement aussi en faisant le pari de décrédibiliser les nazis en les mettant au gouvernement. Le même pari que ce que fait Macron. On peut considérer que c'est exactement le même pari. Il disait il va le faire couiner, Claire. Bah, pas du tout. Et donc c'était un calcul stratégique. Aussi, il y a eu un accord avec les grands industriels qui se sont dit il vaut mieux Hitler que la gauche. Donc on a eu exactement la même séquence à ces élections législatives-là. Eh bien, c'est à ce moment-là où le parti nazi a pu former une coalition. Et ensuite, en 1933, il a été nommé, donc suite à cette stratégie d'Hindenburg avec les grands industriels allemands nazis, enfin non, justement pas nazis à l'époque, que Hitler a été nommé chancelier. Et ensuite, il a demandé l'utilisation de l'article 48. Et l'article 48, alors la différence avec la séquence que nous vivons, c'est qu'en Allemagne, à l'époque de Weimar, l'article 48 avait été beaucoup utilisé déjà. Donc il avait déjà été beaucoup utilisé, il était déjà quasiment normalisé, alors que nous, ce n'est pas le cas avec l'article 16. En revanche, c'est vrai que l'article 49 alinéa 3, lui, a été normalisé. On peut voir une forme de parenté entre l'article 49 alinéa 3 et l'article 48, mais en réalité, c'est vraiment l'article 16 qui est le copier-coller, parce qu'il y a cette idée de crise politique. Et puis parce que c'est un pouvoir présidentiel, alors que l'article 49 alinéa 3, c'est un pouvoir du gouvernement.
Donc si demain le parti du Rassemblement national est au pouvoir, il aura la main sur l'article 49 alinéa 3, mais pas sur l'article 16. Donc c'est ça la différence. Et donc, dans la République de Weimar, cet article 48, l'une des premières utilisations, ça a été pour faire adopter des budgets, sans passer par le vote des parlementaires. Donc ça a été la première chose. Mais on voit aussi d'autres délitements qui sont assez similaires avec ce qui se passe en France. Par exemple, en France, dans notre Constitution, normalement, il y a l'investiture du Premier ministre. C'est-à-dire, une fois que le Premier ministre est nommé discrétionnairement, ce qui est vraiment une anomalie par le président de la République, il doit se présenter devant l'Assemblée pour demander l'investiture. Dans la Constitution, c'est au présent de l'indicatif, donc ça a été interprété par M. de Gaulle et par tous ses successeurs comme n'étant pas une obligation, mais seulement une possibilité. Il n'y a pas de Constitution, il n'y a que des interprétations de la Constitution, interprétations historiquement situées par M. de Gaulle, donc au moment où la Ve République vivait dans son bain d'état d'urgence et d'article 16. Donc, ça a été la même chose à la Constitution de Weimar. Les premières entorses ont été celles de ne pas faire investir le Premier ministre et le président considérant que son choix du Premier ministre est discrétionnaire, il n'a pas besoin de l'approbation de l'Assemblée. Donc vous avez les mêmes petits délitements, les mêmes interprétations de la Constitution qui sont des effets de cliquet à chaque fois que l'on peut observer dans la séquence que nous vivons en ce moment et dans ce que nous avons vécu lors de la période de la montée du nazisme. Et pour revenir à cette question de la constitution duale, vous avez un auteur qui s'appelle Ernst Fraenkel, qui a écrit en 1900, donc qui était un avocat allemand juif qui a émigré aux États-Unis, mais qui est resté assez tard en Allemagne jusqu'en 41, donc il est resté très très long. Non, peut-être pas jusqu'en 41, mais à la fin, il faudrait que je vérifie maintenant, j'ai un doute. Le livre est 41, donc il a dû partir à la fin des années 30. En tout cas, il est parti parmi les derniers, et il a écrit ce livre, L'État dual. Il fait une ethnographie de l'État nazi, montrant comment vous avez deux constitutions qui ont opéré en parallèle, avec des droits pour certains et l'arbitraire pour d'autres. C'est-à-dire qu'en matière d'investissement, de sécurité juridique des contrats, vous aviez l'état de droit. Alors que, évidemment, pour les droits civils et politiques, et en particulier pour les juifs et les personnes ciblées par le régime nazi, vous n'aviez plus du tout de droit. Donc il montre bien qu'il y a cette coexistence entre deux constitutions et qu'on peut avoir dans le même état un état de droit pour certains et un état de la violence qu'il appelle l'état prérogatif pour d'autres. Et d'ailleurs, il reprend ce terme de Locke, qui est le premier à dire, à l'époque, donc à la fin du XVIIe siècle, en 1691, lorsqu'il écrit son traité sur le gouvernement civil, Locke dit il faut pour certains il faut aussi qu'il existe une prérogative qui est la possibilité d'agir pour le souverain avec discrétion contre le droit existant. Et cette prérogative, c'est ce qu'on met en place dans les colonies. Donc vous avez toujours dans cette constitution l'idée du dualisme. Un autre exemple que j'utilise, je crois, dans le livre, c'est le Chili. Le Chili, vous aviez la banque centrale est indépendante, les investissements étrangers sont parfaitement protégés par l'état de droit, alors que dans le même temps, vous aviez l'absence de droits civils et politiques pour les Chiliens, mise en place par la Constitution, inspirée par Hayek d'ailleurs, de Pinochet. Vous avez beaucoup mentionné l'état d'urgence, on a ce familier en France depuis quelques années, mais la Constitution elle est aussi porteuse d'états d'exception qui vont encore plus loin, notamment l'état de siège et l'état de guerre, et qui là du coup implique le pouvoir militaire comme étant supérieur au pouvoir civil. Et est-ce que ça c'est envisageable par exemple avec l'article 16 notamment ? Justement, pourquoi est-ce qu'on a fait la loi du 3 avril 55 en 55 ? C'était justement parce que on ne voulait pas donner aux militaires en Algérie la main sur tout. Donc il fallait un état d'urgence civil. Et c'est vrai que c'est aussi la grande idée du libéralisme, justement, c'est une tradition de pensée qui pense l'état d'urgence, mais l'état d'urgence qui doit être civil, plutôt que militaire. Donc ça, c'est la grande différence avec d'autres États, comme l'état de siège, en effet, qui appartient à une autre tradition de pensée.
Et cette question-là, elle est liée évidemment au colonialisme. Si on prend l'histoire du droit international des droits humains, par exemple, si vous prenez les grandes conventions des droits humains, c'est la même histoire. C'est-à-dire qu'il s'agissait de créer des états d'urgence civils qui permettaient aux autorités coloniales de traiter les révoltes comme des opérations de police plutôt que comme des opérations militaires. Parce qu'à partir du moment où l'armée entre en jeu, c'est toute une série d'autres règles qui s'appliquent, qui historiquement ont été définies avant le droit international civil, en tout cas le droit de l'état d'urgence. Les conventions de Genève, les conventions de La Haye, c'est depuis la fin du 19e siècle qu'on élabore ce droit de la guerre. Et donc c'est un droit assez protecteur, en particulier des civils. Or, l'état d'urgence civil, il s'attaque à des civils. Et donc c'est pour ça qu'il a été pensé justement contre l'état d'urgence militaire, la loi martiale, l'état de siège. Et si on reprend les conventions des droits humains, par exemple la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, elle a une histoire assez riche, c'est la fin des années 40, on commence à négocier sur cette convention-là, et en 1950, elle est finalement adoptée, et on a dans cette convention au départ plusieurs clauses. Donc la clause coloniale, qui est une clause qui est mise en œuvre par les États impérialistes depuis la naissance du droit international, c'est-à-dire est-ce que le traité de droit va pouvoir être étendu ou non à nos propriétés coloniales, eh bien, il faut que ce soit à la discrétion de l'État. Donc c'est ce qu'on appelle la clause coloniale qui dit vous pouvez, si vous voulez, étendre cette protection à vos colonies ou pas, c'est discrétionnaire comme vous voulez, vous pouvez choisir de l'étendre et puis ensuite de vous rétracter, etc. Cette clause coloniale, au départ, elle est dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, mais c'était pas suffisant. Donc les États, en particulier le Royaume-Uni, mais aussi la France dans une certaine mesure, voulaient aussi un état d'urgence qui leur permette de déroger aux droits de la Convention en citant un état de nécessité, parce que ça leur permet aussi de l'utiliser sur leur propre territoire en métropole. Donc il y a cette grande continuité qui existe. Donc aujourd'hui, la clause coloniale n'existe plus dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, mais on a encore notre article 15 sur l'état d'urgence, et on voit très bien que c'est utilisé massivement par les États. Et d'ailleurs, on peut y relier aussi cette doctrine que vous connaissez peut-être, la doctrine de la marge d'appréciation, qui est une doctrine de la Cour européenne des droits de l'homme, qui, elle, vise à laisser toute discrétion à l'État dans l'appréciation des conditions de mise en œuvre de l'état d'urgence et donc de dérogation aux droits garantis par la Convention. Et juste pour l'anecdote, ce matin, Marion Maréchal a annoncé, enfin, à propos de la Nouvelle-Calédonie, a dit il est temps d'en finir avec l'état d'urgence, il faut déclarer l'état de siège. C'est quand même dans l'air du temps. Oui. Mais je pense que c'est aussi une méconnaissance de sa part, justement, de l'état de siège, parce que les militaires, une fois qu'ils sont en charge, c'est plus l'autorité civile. Donc en règle générale, les présidents ou les gouvernants ne veulent pas utiliser cet état de siège qui fait échapper le pouvoir à leurs mains. Et il y a le risque de glissement vers une dictature militaire qui leur échappe complètement. Oui, pour revenir à cette question de guerre, mais plus par rapport à cette expression que Monsieur Emmanuel Macron a employée, le risque de guerre civile, j'aimerais revenir sur ce que vous écrivez dans votre livre à propos de l'antiterrorisme. Vous écrivez « L'antiterrorisme permet aux régimes autoritaires de consolider encore davantage leur pouvoir. Les exécutions extrajudiciaires, les détentions arbitraires, les persécutions politiques peuvent désormais être tolérées comme techniques de contre-terrorisme. L'antiterrorisme se confond alors avec le terrorisme et semble indiquer qu'in fine la guerre contre la terreur participe de la diffusion mondiale des pratiques autoritaires. » Et donc, par rapport à cette idée d'état de guerre, d'état de siège, etc., dans quelle mesure est-ce que le spectre de la guerre civile incarné par la menace terroriste joue un rôle clé dans ce qui pourrait être un seuil ou une bascule de la démocratie vers la dictature? S'il n'y avait pas la guerre contre la terreur, il faudrait l'inventer. Au lendemain des attentats du 11 septembre, le Conseil de sécurité a fait une sorte de coup d'État. C'est-à-dire qu'il a enjoint à tous les États du monde, par une résolution contraignante,
de modifier leur législation et d'adopter des législations antiterroristes, dérogatoires au droit commun, dans leurs ordres juridiques, voire constitutionnels, avec toute une série de mesures, notamment sur les contrôles aux frontières, sur les contrôles des financements, sur les possibilités d'internement administratif, etc. Donc vous avez une manière pour le Conseil de sécurité de sortir de ce qui était son mandat. Et donc c'était une résolution à la demande des États-Unis, mais qui a été soutenue par l'ensemble des membres du Conseil de sécurité. Évidemment, la Russie et la Chine ont vu là une opportunité pour réprimer leur minorité musulmane, de la même manière pour la France, le Royaume-Uni et pour les États-Unis, de mener leur guerre contre la terreur au Moyen-Orient. Donc tous les États du Conseil de sécurité y ont trouvé leur compte, mais en fait les États du monde entier y ont trouvé leur compte. Et cette généralisation a été absolument spectaculaire et quelle que soit en plus la nuance du régime, de la dictature absolue à la démocratie la plus libérale qui soit, l'approche antiterroriste est quasiment la même dans tous les cas. Et Annan avait dit il n'y a jamais eu de résolution du Conseil de sécurité qui était aussi suivie et aussi de manière aussi massive et aussi rapide par tous les États du monde. Donc nous avons 193 États du monde qui se sont d'une seule traite et dans un mouvement commun dirigés vers cette révision de leur politique publique en matière d'antiterrorisme. Et aujourd'hui, nous avons donc si on parle de droit global aujourd'hui, la première pierre du droit global qui a été mise, c'est le droit global de l'antiterrorisme. La première grande mondialisation du droit, c'est la mondialisation de l'antiterrorisme. Moi, j'ai une dernière question, très très floue et vague. Peut-être faut que je mette le micro, je vais dire ça. C'est-à-dire que, alors, moi j'ai le sentiment que ce qui est très riche dans la question de l'état d'exception, donc que vous traitez, mais qui remonte pour nous à Gambon avant, et surtout pour nous à Walter Benjamin, c'est que quelque part, il y a cette idée fausse que l'état d'exception, ce serait cette mauvaise lecture, qui serait que l'état d'exception, ça serait une espèce d'excès par rapport à une situation normale, une situation de droit normal. Et que donc finalement il faudrait revenir à une espèce de démocratie libérale proprette. Donc ça c'est la mauvaise interprétation de l'état d'exception. Ce qui est extrêmement intéressant dans la vraie analyse de l'état d'exception, c'est donc précisément de voir que le fondement même du droit en réalité est vacillant, est un coup de force, est un coup de pouvoir et relève toujours de l'état d'urgence. Et donc ça, j'ai l'impression que ça nous permet de nous délester d'une espèce de croyance en un bon droit, quelque part, qui serait pur. Mais alors Benjamin, dans ses très célèbres thèses sur le concept d'histoire, il énonce ça, et en même temps, il dit finalement, alors je n'ai pas la citation mot pour mot en tête, mais finalement, dans la mesure où l'état d'exception est la règle, c'est aussi, paradoxalement, la possibilité pour nous d'instaurer le véritable état d'exception. En gros, ce que serait un vrai dépassement du droit. Et j'ai l'impression que nous, un peu, on a pas mal travaillé cette question de l'antiterrorisme, cette question de l'état d'exception, etc., depuis de nombreuses années. Et en même temps, à chaque fois que on essayait un petit peu de penser ce que pourrait être une espèce de dépassement du droit, et à chaque fois, un petit peu, ça achoppe. On peut dire, le droit, finalement, on verra bien, c'est la société communiste, c'est ceci, c'est cela, enfin, des espèces de fuites, de lignes de fuite comme ça. Mais est-ce que vous, en tant que constitutionnaliste, vous percevez par exemple, je sais qu'à Sciences Po, il y a des juristes anarchistes, par exemple, un petit groupe de juristes anarchistes très marrants qui travaillent sur ces questions. Est-ce que vous voyez un peu comme ça des espèces de lignes de fuite en dehors de l'état de droit, en gros, qui serait une espèce de ligne vers ce que serait un véritable état d'exception, ou pas trop? Alors c'est une question très intéressante qui touche au fétichisme juridique, c'est-à-dire est-ce qu'on veut s'accrocher au droit ou est-ce qu'on veut le dépasser. Et d'ailleurs à cet égard je suis assez frappée dans le discours ambiant chez la gauche de cette
cette illusion de la magie du droit et j'ai été très frappée notamment par la reprise dans tous les médias indépendants de gauche de la définition par le Conseil d'État du Rassemblement national comme étant d'extrême droite. On peut revenir à la critique marxiste du droit qui est évidemment le droit est bourgeois. Le droit participe de la domination d'une classe sur une autre, et voilà, les idées dominantes sont les idées de la classe dominante, et le droit est l'outil au service de cette classe dominante pour figer des rapports de production et faire apparaître comme universel et comme naturel et comme libéral, en fait, ces rapports extrêmement inégalitaires. Et les juristes, évidemment, sont toujours aux prises avec ces questions-là. Et si on prend l'école critique du droit, qui nous vient des États-Unis, avec les travaux de Roberto Unger dans les années 60, Duncan Kennedy dans les années 70, qui sont d'ailleurs dans les universités les plus prestigieuses, hein, Harvard ou autres, en fait, comment on a résolu cette question-là ? En se disant, comme tout outil, comme Internet par exemple, comme tout outil, le droit est à double tranchant. Il est utilisé par les classes dominantes pour dominer et pour masquer leur domination, mais il peut aussi être retourné, et d'ailleurs Marx n'était pas le dernier à dire qu'on pouvait retourner le droit contre soi-même et qu'on pouvait l'utiliser pour faire avancer les intérêts de la classe ouvrière. Donc c'est l'idée qui est celle des juristes critiques, c'est que ce droit peut aussi être un instrument d'émancipation sociale, mais à condition évidemment de ne pas être dans l'illusion du droit et de ne pas être dans le fétichisme du droit et de toujours garder à l'esprit que c'est une mascarade pour masquer des rapports de domination. Et le Conseil d'État, parlons-en, et le Conseil constitutionnel, d'ailleurs c'était exactement la même chose pendant la réforme des retraites. Le Conseil d'État, est-ce que c'est un rempart contre l'autoritarisme qui demain pourrait advenir ? La réponse est non. Et on l'a très bien vu pendant la période de Vichy, où le Conseil d'État a été l'un des plus zélés à appliquer le statut des Juifs et à refuser tous les recours des Juifs contre leur radiation. On a ça, le Conseil constitutionnel, de la même manière, s'est toujours plié, que ce soit lorsque le président de la République, le général de Gaulle, de l'époque, a violé sciemment la Constitution en utilisant l'article 11 pour réviser la Constitution, le Conseil constitutionnel n'a rien dit. De la même manière, lorsqu'il a utilisé l'article 16 pour mettre en place... lorsqu'il a donc utilisé l'article 16 en 62, le Conseil constitutionnel n'a rien dit, et le Conseil d'État non plus. Donc ces juridictions, elles sont dans le même ordre juridique que l'ensemble des acteurs politiques qui sont aujourd'hui les nôtres et avec lesquels nous composons. Donc lorsqu'il y a une vague de populisme, cette vague de populisme, ou s'il y a une vague de xénophobie, cette vague de xénophobie touche aussi les juridictions. Et c'est une fable aussi que j'enseigne en première année, mais j'ai aussi un projet de livre contre cette fable. Mais oui, c'est l'idée qu'après la Seconde Guerre mondiale, on a généralisé les juridictions constitutionnelles qui sont les remparts contre l'autoritarisme. Et si on avait eu une cour constitutionnelle puissante avec la Constitution de Weimar, nous n'aurions pas eu cet état d'urgence permanent mis en place par Hitler avec l'article 48 parce que la Cour s'y serait opposée. La réponse est non. La Constitution de Weimar, d'ailleurs, c'était une constitution rédigée par le plus grand juriste de gauche de l'Allemagne, Hugo Preuss, qui avait mis en place tous les garde-fous possibles et inimaginables de l'époque. Donc les technologies évoluent et ce sont des champs de bataille. Et le droit est un champ de bataille qui peut être utilisé par les différents acteurs et c'est une course de vitesse finalement entre les uns et les autres. Donc voilà ce que je peux répondre sur la question de la critique. Il y a un texte assez chouette de Foucault qui s'appelle juste « Se défendre » et en fait, en gros, ce qu'il dit, c'est que le seul rapport possible à la justice, c'est de se défendre. Et en fait, ça sert à rien d'essayer de s'imaginer ce que serait une bonne justice. C'est un rapport de pouvoir et il y a juste à s'en défendre. Mais tu peux quand même poser cette question que, en fait, finalement, vous finissez par dire
Et si, comme l'affirmait Carl Schmitt, la dictature, c'était tout simplement le principe essentiel de l'État. Autrement dit, derrière la question du droit, il y a la question de l'État. Et d'une certaine manière, on est un peu en train de redécouvrir le fait que l'État, en gros, du moment qu'il y a de l'État, on peut espérer tous les garde-fous possibles de la Constitution, de ce qu'on veut. Il y a un potentiel de dictature, c'est même son principe fondationnel, c'est même son fondement mystique, comme disait Pascal. Mais ça ouvre une question qui est, est-ce qu'on envisage, ou c'est envisageable, c'est pensable, le véritable état d'exception, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas hors du droit, mais qui est hors de l'État, mais qui a un droit à soi. Est-ce que c'est possible de penser le droit s'appliquant, fonctionnant, hors de l'appareillage étatique? Autrement dit, là je pose la question du communisme ou du communalisme ou de la vie autonome, enfin quelque chose comme ça, mais voilà. Oui, c'est l'idée de Marx et des marxistes que le droit dépérirait, puisque c'est une institution bourgeoise. À partir du moment où il n'y a plus de rapport de domination entre les classes, il n'y a plus besoin de droit. Mais on peut répondre à cette question autrement que par la philosophie politique, on peut y répondre par l'anthropologie. Et c'est la grande question de l'anthropologie, est-ce qu'il existe des sociétés sans droit? Est-ce qu'il existe des sociétés sans État? En effet, l'État fonctionne par le droit. Mais est-ce que la réciproque d'identification est vraie? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut y avoir un droit sans État? Et c'est la question que se sont posées les anthropologues. Et si on pense aux anthropologues anarchistes comme... Par exemple, Scott, qui est un sud-est asianiste, c'est-à-dire qui étudie les sociétés d'Asie du Sud-Est, sa grande thèse, c'est de dire qu'en fait, toutes ces populations qui sont dans les montagnes du sud-est asiatique sont des résistants à l'État et qu'ils ont réussi à s'organiser sans État selon des règles qu'on peut appeler droit ou qu'on ne peut pas appeler droit en fonction de la définition du droit qu'on utilise, mais en tout cas des sociétés, peut-être qu'on pourrait dire ordonnées en tout cas, qui réussissent à fonctionner sans État. Mais c'est la grande question. Le paradigme dominant dans les écoles de droit dans le monde occidental, c'est que le droit, sa définition, c'est la définition de Rome. Tout comme la démocratie, c'est inventé par Athènes. Donc il y a vraiment cette idée qu'en Occident, on a tout inventé, et les définitions avec lesquelles on travaille, d'ailleurs de façon biaisée, si on prend la démocratie, puisque la démocratie représentative était... jusqu'aux Lumières, le contraire de la démocratie directe. Mais en tout cas, il y a cette idée que les catégories avec lesquelles on travaille sont des catégories inventées par l'Occident et qu'au-delà de l'Occident, finalement, elles n'existent pas. Et de toute façon, pourquoi s'y intéresser? C'est la barbarie. Donc ça revient un petit peu à la question de la dictature. Donc le grand appel, c'est de s'intéresser au reste du monde avec une démarche de charité, c'est-à-dire une démarche qui ne prend pas... de surplomb et de mépris vis-à-vis de ces sociétés-là, pour voir si en effet on peut trouver dans d'autres sociétés des inspirations pour sortir de nos catégories figées depuis plus de 200 ans que nous avons en Occident. Et ma réponse est oui. Bientôt la fin du monde, déjà l'état d'urgence. Bientôt la bête immonde, déjà à l'odeur de l'essence. Bientôt la fin du monde, déjà l'état de violence. Séparés sous les bombes, on fête la fin de l'abondance. Bientôt la fin du monde, déjà les voitures crament. Quand l'air est lourd et sombre, il reste quoi? Les flammes. Bientôt la fin du monde, d'abord la fin du mois. Quand la route est trop longue, il reste quoi? L'effroi. Bientôt la fin du monde, déjà un grain de sable. Quand se grippe la map monde, il reste quoi? Une simple fable. Bientôt la fin du monde, encore quelques secondes. Quand le ciel s'est éteint, il reste quoi, putain?
du monde, déjà on entend la rue qui gronde. Face au grand coup d'état, il reste quoi? Bientôt la fin du monde, déjà la foule se fait peuple, se fait fronde. Face à l'immense pillage, il reste quoi? Bientôt la fin du monde,